C'est l'histoire d'un pingouin qui respirait par les fesses. Un jour, il s'est assis et il est mort. Est-ce que cette blague vous aurait fait rire si je l'avais pas associée à des rires en boîte? Peut-être pas. Alors qu'objectivement, elle est hilarante. La raison est toute simple. Les rires enregistrés influencent la perception de votre cerveau par preuve sociale. La première expérience qui a mis en évidence le biais de preuve sociale est l'œuvre de Muzafer Sherif et date de 1935. Il a fait entrer un par un des cobayes dans une pièce sombre avant de leur montrer une tache lumineuse sur le mur à 5 mètres d'eux. Il leur a ensuite demandé d'estimer le mouvement de cette tache. Le truc, c'est que la tache bougeait pas. Les mouvements que les cobayes croyaient voir étaient liés à l'effet d'autocinétique, qui est un phénomène par lequel on voit des points lumineux bouger, même s'ils sont immobiles. Mais c'est pas le sujet. Merci Wikipédia. Bref, les participants donnaient leurs mesures aux chercheurs et s'en allaient. Sherif les a ensuite fait revenir le lendemain en les associant par groupe de 3. Les membres du groupe partageaient leurs mesures et, premier élément surprenant, ils tombaient d'accord sur le chiffre à annoncer, alors même qu'ils n'avaient pas donné la même valeur au départ. Dans un troisième et dernier temps, le psychologue les faisait de nouveau mesurer le déplacement de la tache lumineuse, et de nouveau, tout seul. Seulement voilà, les cobayes donnaient plus leur résultat de départ, mais bien celui qu'ils avaient établi en groupe. Muzafer Sherif en a conclu que, s'agissant de définir quelque chose de difficile, les individus préféraient se fier à l'instinct du groupe qu'à leur propre sens. Et il a donné un nom à ce phénomène, la preuve sociale. Bon, ça c'est pour l'histoire, mais concrètement, ça s'applique à bien plus de domaines que la mesure de petits points lumineux. C'est même un des biais cognitifs les plus universels et les plus puissants. Reprenons nos rires en boîte. Une étude de Sophie Scott de l'University College de Londres a étudié la façon dont on notait une blague. La chercheuse a présenté une série de blagues à un panel. Des blagues de papa, un peu comme mon pingouin de tout à l'heure. Tire sur mon doigt. Tu me désespères, Jean-Jacques. Les cobayes devaient noter les blagues de 1 à 7, et ils donnaient en moyenne 2,6. Ils entendaient ensuite les mêmes blagues avec un rire en boîte à la fin, comme celui des sitcoms AB. Et là, la moyenne passait de 2,6 à 3 sur 7. Dans un troisième et dernier temps, les cobayes entendaient toujours ces mêmes blagues, mais cette fois avec des vrais rires naturels, enregistrés sur un vrai public, comme ceux de Friends. Et cette fois-ci, la note atteignait 3,3 sur 7. Petit détail méthodologique, chaque cobaye n'entendait chaque configuration de la blague qu'une fois, sinon ça aurait évidemment faussé l'expérience. Ce qu'on peut en déduire, c'est que la preuve sociale a influencé les participants. Quand une personne extérieure leur signalait qu'il y avait un truc drôle, en envoyant rire en boîte, ça les faisait rire. Et quand en plus, c'était plusieurs personnes qui montraient que la blague était drôle en rigolant pour de vrai, ça accentuait encore le phénomène. Je sais que moi, j'ai fait involontairement cette expérience quand j'étais ado. Je regardais les spectacles des inconnus ou des épisodes de H tout seul et je les trouvais drôles, sans plus. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Mais quand je les re-regardais avec des potes, j'étais mort de rire. Ah, mort, lui croyait bâton! Bon, c'est pas tout ça, mais c'est le 14e épisode de cette série et je vous ai pas encore parlé de Robert Cialdini, qui est pourtant la référence des marketeurs quand on parle de psychologie appliquée à la vente. Dans son best-seller Influence, le professeur de l'Université d'Arizona rapporte une expérience réalisée dans une chambre d'hôtel. Non, pas ce genre d'expérience. Vous avez sans doute déjà vu ces messages dans la salle de bain qui vous disent que l'hôtel est écolo et que du coup il lave pas votre serviette tous les jours, sauf si vous en faites la demande. Ce que Cialdini voulait déterminer, c'était comment convaincre le plus de clients possible de pas faire laver leurs serviettes. Il a donc créé 3 messages différents. Dans le premier, il listait les bienfaits pour l'environnement, quand on faisait pas de lessive inutile, et ça permettait de convaincre 35% des gens. Dans le deuxième, il disait tout simplement que la plupart des gens réutilisaient leurs serviettes. Résultat, cette fois-ci 44% des clients étaient devenus écolos. Ça fait quand même un quart en plus, simplement par la force de la preuve sociale. Enfin, dans la troisième version de son message, il disait aux clients de réutiliser leurs serviettes parce que la plupart des personnes qui avaient occupé la même chambre l'avaient fait eux aussi. Et ça boostait encore les performances puisque 49% des clients étaient convaincus. Vous voyez que cette fois, on a toujours de la preuve sociale, mais qu'en plus elle est pertinente, puisqu'elle parle de la chambre dans laquelle on est, là maintenant. Alors pourquoi est-ce que le comportement, la vie ou le mauvais sens de l'humour d'autres personnes nous influencent? Parce qu'on est aujourd'hui, à nouveau, dans un de ces biais qui remonte à Cro-Magnon. Les mammouths cohabitent paisiblement avec les chevalmoutes. Imaginez que vous vous promeniez au milieu des chevaux-moutes et des poules-moutes. Vous rêvassez tranquillement quand tout d'un coup vous croisez Pierre. Pierre? Présent. Il a l'air affolé et il court dans la direction opposée. Soit vous le suivez pas, vous allez finir écrasé par un mammouth ou dévoré par un tigre aux dents de sabre, et vos gènes se transmettront jamais. Soit vous le suivez et l'imitation de son comportement vient de vous sauver la vie. Et votre sensibilité à la preuve sociale va se transmettre à votre progéniture. Vivre ou mourir. Choix difficile. Est-ce que vous êtes déjà rentré dans un resto où vous étiez les seuls clients? Et est-ce que ça vous a inspiré confiance? Probablement pas. En tant que consommateur, on se classe tous quelque part sur cette courbe. Pour simplifier rapidement, tous ceux qui sont situés au-delà du fameux chiasme sont sensibles ou très sensibles à la preuve sociale au moment d'acheter. Et comme ça représente quand même 84% de l'échantillon, il vaut mieux en tenir compte. C'est pour ça que la serveuse vous installera en vue à l'entrée du resto si vous êtes les premiers.
pour attirer les suivants. Et c'est aussi pour ça que vous devriez parler de la popularité de votre produit, service ou solution. C'est une conséquence méconnue de l'effet Dunning-Kruger, dont on a déjà parlé, mais on a tendance à surestimer ce que nos prospects savent de notre marque ou de notre produit. Et du coup, on pense être connu, alors qu'en fait, dans leur monde à eux, on est juste un fournisseur comme un autre. Vous êtes Odile Doré? Non, je suis le pape et j'attends ma sœur. Il y a 1000 façons d'être leader sur un marché. Trouvez la vôtre. L'entreprise qui vend le plus de presses hydrauliques, le loueur automobile avec la plus forte croissance, ou encore le courtier en assurance préféré des PME alsaciennes. Maintenant, l'idéal, c'est d'être un peu plus subtil que l'attaque frontale à grands coups de « cette voiture est la plus vendue en France en 2020 ». Pensez à la stratégie d'Apple quand ils ont lancé leur iPod. Oui, effectivement, c'était un succès, et ils ont fait un bon lancement. Ceci est un euphémisme. Mais ensuite, qu'est-ce qui a alimenté la croissance? Après tout, une fois qu'il est dans votre poche, c'est difficile de savoir que vous avez un iPod et pas un Sony ou un Philips. Du coup, la bonne idée de Steve Jobs et de sa bande, ça a été les écouteurs blancs. Tous les autres étaient noirs, du coup, en croisant des gens dans la rue avec du blanc dans les oreilles, vous saviez instantanément qu'ils n'avaient pas un baladeur tartempion, mais bien un iPod. Et vous étiez pris d'une envie irrésistible d'en acheter un, à cause de la preuve sociale. Mettons que vous soyez un commercial avec une bonne part de marché sur les outils de menuiserie. Ça pourrait valoir le coup d'aller voir vos collègues du département produit et de leur recommander de faire des boîtes de rangement visuellement très marquées. Évidemment, ça vous rendra mémorable par effet von Restorff, mais surtout, à chaque fois qu'un menuisier ira en voir un autre, il remarquera vos boîtes. Et par la force de la preuve sociale, il aura très envie de s'en acheter une. Si je dis que je fais allusion à Festool, vous m'envoyez une scie anglais ? Qu'on lise les commentaires sur Amazon... Cdiscount avant d'acheter ou qu'on vérifie le nombre d'étoiles d'un hôtel sur TripAdvisor avant de réserver, on est tous influencés par la preuve sociale au moment de prendre nos décisions. Le truc, c'est qu'on le reconnaît pas toujours, et surtout qu'on n'en a pas conscience. Prenez l'expérience de Cialdini sur les chambres d'hôtel. Quand il a demandé à ses étudiants quel message serait le plus efficace d'après eux, ils ont massivement cité celui qui parlait d'environnement, et pas ceux qui se référaient à la preuve sociale, alors même qu'on a vu que c'était de loin le moins efficace des trois. D'ailleurs, vous saviez que près de 25% des personnes qui regardent cette série sur YouTube appuient sur le bouton j'aime, alors qu'on estime que le ratio est déjà excellent quand il atteint 4%? Ça montre que cet épisode doit être incroyablement pertinent. Du coup, vous devriez probablement le partager avec un ami, un proche ou un comptable. Attendez, et si j'utilisais la preuve sociale différemment? La plupart des personnes regardant cette série ne la partagent pas autour d'eux, privant de nombreux amis, proches et comptables d'informations pourtant hautement intéressantes. Est-ce que ça marche? Bah je crains bien que non, mais vous pouvez venir me contredire en commentaire. Ça s'appelle la preuve sociale négative, et on va en reparler. À bientôt.